Bonjour, bienvenue à Plan A, votre émission hebdomadaire. On va parler d'immigration, un dossier chaud, justement, un des dossiers de l'heure. Pour comprendre et pour démêler ça, qui de mieux qu'un spécialiste dans la matière qui pourra nous aider à mieux comprendre. Donc, avec nous aujourd'hui pour comprendre les dossiers, les aspects, l'ABC de l'immigration sur toutes ses formes, Maître Stéphane Enfield, avocat spécialisé en droit de l'immigration. Maître Enfield, bonjour, bienvenue à Plan A. Bonjour, merci de l'invitation. Maître Enfield, le dossier de l'immigration, un dossier important, un dossier où est-ce que vous y connaissez parce que vous êtes pratiquement, pour ne pas dire à chaque jour, à la cour. Effectivement. Premièrement, avant d'aller dans les spécificités, parlons un peu d'immigration large pour commencer, pour que les gens puissent comprendre. Donc, au Canada, les deux paliers de gouvernement, le gouvernement provincial, les provinces ainsi que le fédéral, les deux-là sont responsables d'immigration parce que c'est une compétence partagée. Effectivement, il y a une compétence partagée. Faut savoir cependant que c'est le gouvernement fédéral qui délivre les visas et qui délivre les statuts. Alors, lorsqu'on parle de visa, eh bien, on peut parler de permis de travail, permis d'études, visa de résidence temporaire, visa de résidence permanente, reconnaissance du statut de réfugié, alors que le gouvernement du Québec a compétence pour l'émission, entre autres, de certificat de sélection du Québec, certificat d'acceptation du Québec, et évidemment, il sélectionne son immigration dite économique. Alors, lorsqu'on parle d'immigration, si une personne veut immigrer au Québec, le seul domaine où le gouvernement du Québec a une compétence exclusive, c'est l'immigration dite économique. Alors, on parle d'investisseurs, entrepreneurs et travailleurs qualifiés. Alors, on a parlé abondamment au cours des dernières semaines de travailleurs qualifiés avec le projet de loi 9, soumis par le ministre Simon-Jolin Barrette. Alors, c'est, comme vous l'avez bien dit, une compétence partagée. Cependant, même si Québec a une compétence sur son immigration dite économique, il reviendra à la toute fin, tout de même, au gouvernement fédéral d'émettre ou non le visa de résident permanent. OK. Visa de résident permanent, visa de résident temporaire. Pourquoi qu'on parle de visa? Parce que souvent, dans la tête des gens, les gens sont un peu mélangés. Parce que il y a quelqu'un avec qui je parlais dernièrement, il m'a parlé, mais il y a visa puis il y a résidence. J'essayais de comprendre pour dire que un terme, on parle de visa de résidence temporaire, visa de résidence permanente. La personne ne comprenait pas mieux. Même moi, on dirait que pendant que je l'expliquais, moi, supposément, qui pensais comprendre, je suis un petit peu confus. Alors, aidez-moi à défaire cette confusion, Maître Enfield. Oui, ben en fait, c'est du vocabulaire qui ne veut pas nécessairement dire grand-chose dans la réalité. Alors, lorsqu'on parle de visa, lorsqu'on parle de permis, en fait, bon, ben, les gens ont l'impression que la résidence permanente se traduit par un document. Oui, effectivement, initialement, on recevra ce qu'on appelle une confirmation de résidence, laquelle fera en sorte que lors d'un point de contrôle, le passage d'un point de contrôle, aéroport ou terrestre, on activera notre résidence permanente. Mais les gens ont l'impression que la résidence se retrouve sur une carte. Pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas notre carte de résident permanent qu'on n'a plus la résidence permanente. C'est tout simplement un document qu'on doit renouveler qui va nous permettre de pouvoir voyager à l'extérieur du Canada. Si on n'est pas citoyen canadien, il est très important d'avoir en sa possession une carte de résidence permanente valide qui va nous permettre d'avoir accès au territoire canadien. Mais si on n'a pas l'intention de voyager, il y a des gens qui peuvent demeurer toute leur vie au Canada sans être en possession de cette carte. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas résidents permanents. Au contraire, c'est un statut qu'ils ont, comme le statut de réfugié. Alors, vous n'avez pas un document, une carte sur laquelle on vous dit ben, « vous êtes un réfugié ». Non, c'est un statut qu'on vous a reconnu par le tribunal. Que vous ayez ou non un document, ça ne vous enlève pas ce statut. Évidemment, si éventuellement des procédures devant le tribunal font en sorte qu'on pourrait vous retirer ce statut, mais ça, c'est autre chose. Effectivement, au Canada, il est toujours une question de statut quo. Vous venez de le dire, soit que l'on soit citoyen canadien, que l'on soit citoyen canadien naturalisé de sang ou de sol, que l'on soit résident permanent ou que l'on soit résident temporaire. Fait que les résidents temporaires, ce sont les gens qui ont dans leur pays d'origine, où est-ce qu'on leur a accordé un visa d'entrée et de sortie. Ça peut être un visa à entrée unique ou à entrée multiple au Canada. C'est bien ça? En fait, les résidences temporaires, on peut inclure évidemment les touristes.
donc les gens qui viennent au Canada comme touristes. On a aussi comme résidents temporaires les étudiants, hein, donc ceux qui viennent étudier au Canada. On a également les travailleurs étrangers, les travailleurs agricoles, les travailleurs saisonniers. Alors, ce sont des résidents temporaires, donc ce sont des gens qui viennent au Canada pour une raison X, à durée limitée, contrairement à la résidence permanente. La résidence permanente, eh bien, ça le dit bien, hein, vous demeurez de façon permanente au Canada. Et comme résident permanent, bien, vous avez les mêmes droits et privilèges qu'un citoyen canadien, à l'exception du droit de vote et du droit de posséder un passeport canadien. Alors qu'un résident temporaire, bien, si on est étudiant, eh bien, on le dit bien, on n'a pas de droit de vote, on n'a pas de droit de passeport. Dans certains cas, on n'a pas le droit de travailler. Si on est travailleur, on n'a pas le droit d'étudier. Si on est évidemment touriste, eh bien, vous n'avez pas le droit d'étudier, vous n'avez pas le droit de travailler, ce qui est tout à fait différent pour un résident permanent. OK. Maintenant, entrons un petit peu dans les spécificités. En 2017, il y a eu une vague d'immigration venant du fameux chemin Roxham. C'est en 2017 que j'ai entendu parler de ce fameux chemin-là. Donnez-nous un petit peu davantage sur cette question-là, parce que on a déjà eu une entrevue par le passé, justement en 2017, Mettenfield. Il était question de tiers pays sûrs. Ça veut dire quoi ce langage-là, l'histoire de tiers pays sûrs? Ouais. En fait, ce qu'on a connu depuis fin 2016, beaucoup en 2017, un peu moins en 2018, et la tendance semble aller à la baisse aussi pour 2019, c'est une arrivée, disons-le, importante. Hein. Bon, ce n'est pas l'apocalypse comme certains ont laissé sous-entendre, mais une arrivée quand même importante de demandeurs d'asile. Alors, c'est bien important de comprendre que les gens qui ont franchi la frontière de façon irrégulière par le chemin Roxham, ce sont des demandeurs d'asile, donc des gens qui ont quitté pour la plupart des cas leur pays d'origine depuis de nombreuses années, qui vivaient dans certains cas depuis quelques années aux États-Unis. Dans d'autres cas, ce sont des gens qui ont quitté leur pays d'origine dans un court laps de temps, qui ont transité par les États-Unis, bref, utilisent les États-Unis afin d'avoir accès au territoire canadien, afin de demander leur protection. Pourquoi on le fait de cette façon? Pourquoi les gens traversent de façon irrégulière? Et c'est important de le préciser. Oui, ce n'est pas une entrée illégale, c'est une entrée irrégulière. Évidemment, si vous et moi traversons de cette façon-là, ça sera une entrée illégale. Mais puisqu'on le fait afin de demander le statut de réfugié, la Convention de Genève et la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés indiquent que c'est une entrée irrégulière. Alors, c'est la raison pour laquelle les gens ne sont pas accusés. Il n'y a pas d'accusations criminelles qui sont déposées contre ces individus. Je fais une parenthèse, même principe pour l'utilisation d'un faux passeport. Si vous utilisez un faux passeport dans le but d'avoir accès au territoire canadien afin de demander la protection, vous n'aurez pas d'accusation. Évidemment, si vous utilisez un faux passeport dans le but de voyager sous une fausse identité, évidemment, la situation est différente. Mais si l'objectif, c'est d'obtenir la protection, donc chercher la protection, il n'y a pas d'accusation. Alors bref, pourquoi on le fait de cette façon? Parce que, vous l'avez bien dit, l'entente sur les tiers pays sûrs, entente qui a été signée entre le Canada et les États-Unis, qui force d'une certaine façon les gens qui veulent chercher la protection du Canada et qui demeurent aux États-Unis à avoir accès au territoire canadien de façon irrégulière. Pourquoi? Parce que s'ils se présentent à un poste de contrôle dit régulier, exemple Saint-Bernard-de-la-Colle, et qu'ils font une demande d'asile, dans la plupart des cas, s'ils ne bénéficient pas d'une exception, l'exception, elle est simple, vous avez déjà fait une demande d'asile aux États-Unis, laquelle a été refusée, ou vous avez déjà de la famille qui demeure en sol canadien. Si vous ne bénéficiez pas de ces exemptions, eh bien, votre demande d'asile va être refusée et on va vous refouler en territoire américain. Toutefois, si vous traversez la frontière canadienne d'une façon irrégulière, eh bien, l'entente sur les tiers pays sûrs ne s'applique pas à vous. Alors, que vous ayez ou non de la famille au Canada, que vous ayez fait ou non une demande d'asile antérieure aux États-Unis, laquelle a été refusée ou non, n'a aucune conséquence, n'a aucune importance. Vous traversez de façon irrégulière, vous bénéficiez non pas de l'exception, de l'entente sur les tiers pays sûrs, mais l'entente ne s'applique pas à vous et donc votre demande d'asile va être jugée recevable. En plus, si on regarde au niveau des droits, si vous faites votre demande d'asile à un poste de contrôle et que vous bénéficiez d'une exemption à l'entente sur les tiers pays sûrs, donc votre demande d'asile va être jugée recevable, en cas de rejet de votre demande d'asile, donc de décision négative par le tribunal, vous n'avez pas de droit d'appel devant la section d'appel des réfugiés, seulement une contestation à la Cour fédérale. Toutefois, la même personne qui traverse de façon irrégulière, en cas de rejet de sa demande d'asile, il a un droit d'appel devant la section d'appel des réfugiés, en plus d'avoir une possibilité de contester à la Cour fédérale. Alors,
tous les éléments sont réunis qui font en sorte qu'une personne souhaitant demander l'asile au Canada qui arrive par les États-Unis a tout intérêt, malheureusement, à traverser de façon irrégulière. D'où l'importance, à mon avis, pour le gouvernement canadien, de mettre un terme à cette entente. Pourquoi? Parce que les gens n'auront plus intérêt à traverser de façon irrégulière. Si on leur dit que l'entente n'existe plus, alors ils ont tout intérêt à passer à un poste de contrôle. Et en plus, on n'aura plus de gens qui vont traverser par le chemin Roxham parce que les gens, comme ils le faisaient avant l'entrée en vigueur de l'entente sur les tiers pays sûrs, se présentaient à un poste de contrôle en Ontario, en Alberta, à Vancouver. Ils ne traversaient pas les États-Unis pour arriver au Québec parce que c'est beaucoup plus facile de traverser de façon irrégulière la frontière canadienne par le chemin Roxham. C'est pratiquement un chemin, un chemin de terre battue, alors que dans l'Ouest canadien, traverser dans les marécages, les grands lacs, etc. Donc, c'est beaucoup difficile, surtout si on a des jeunes enfants, alors beaucoup plus facile. Alors, si on abolit l'entente, déjà, on va enlever une certaine pression sur les épaules du ministère de l'Immigration au Québec, ne serait-ce que l'Agence des services frontaliers du Canada, le tribunal, qui est la Commission de l'immigration, parce que beaucoup de demandeurs d'asile feront leur demande dans une autre province canadienne. Mais cette entente-là, qui l'a imposée? C'est-tu le Canada ou les États-Unis? En fait, c'est une entente partagée. C'est une négociation qui a eu lieu entre l'ancien gouvernement libéral. Donc, avant l'entente, plusieurs sont d'opinion que c'est les conservateurs qui ont signé cette entente, pas du tout. OK, là, on parle du gouvernement libéral de Paul Martin? Oui, de Jean Chrétien, en fait, Chrétien même? Okay. qui avait signé cette entente avec les États-Unis. Et cette entente est toujours en vigueur. Et vous savez, il s'est dit beaucoup de choses sur cette entente, que bon, si on voulait, surtout le gouvernement fédéral disait, si on veut abolir, suspendre les effets, modifier, ça prend une autorisation de notre partenaire, donc les Américains. C'est faux. L'article 10 de l'entente prévoit qu'un des deux partenaires, que ce soit les États-Unis ou le Canada, peuvent suspendre de façon unilatérale les effets de l'entente sur simple avis à l'autre partie. Alors, le Canada, compte tenu de la situation, aurait très bien pu dire on suspend les effets de l'entente, on évalue la situation et on prendra des décisions qui s'imposent. Vous savez, je pense que c'est important de le dire, les entrées irrégulières au cours de l'année 2018-2017, c'est un phénomène purement québécois. On parle du chemin Roxham beaucoup plus accessible. Les 4 premiers mois de l'année 2018, nous avons reçu par le chemin Roxham 7800 nouveaux demandeurs d'asile, donc qui ont traversé de façon irrégulière. Comparativement à l'Alberta, 153, et la Colombie-Britannique, 152. 7800 au Québec. Alors, c'est un phénomène québécois, et donc, je me répète, si on suspend les effets, ça va évidemment donner du souffle au système d'immigration au Québec, les gens qui y travaillent, tribunal, les interprètes, les agents des services frontaliers, les agents d'immigration, et évidemment, ces 7800 auraient été répartis sur l'ensemble du territoire canadien. Effectivement. OK. Alors, jusqu'à présent, vous avez parlé de la suspension de l'entente de façon unilatérale. Si aucun des deux partenaires ne le fait pas, ça sera quoi la raison? Est-ce que c'est parce que malgré, même si ça fait un tollé médiatique, mais que ça aurait pu profiter soit au Canada ou aux États-Unis? Bien, en fait, à mon avis, il existe plusieurs raisons pour lesquelles les deux gouvernements américains ou canadiens n'interviennent pas. La première, évidemment, ce n'est pas l'intérêt des Américains de le faire. Hein? Okay. Ils n'ont pas d'intérêt, à mon avis. Du côté canadien, eh bien, évidemment, si de façon unilatérale, on suspend les effets, alors ce qu'on dit d'une certaine façon à notre partenaire américain, c'est que vous n'êtes plus un tiers pays sûr. Donc, si on déchire l'entente ou si on suspend les effets, alors là, évidemment, il y a une question diplomatique, une question politique. Est-ce que le gouvernement souhaite, si vous voulez, entreprendre une bataille diplomatique ou politique avec les Américains sur cette question-là? Quoique, il y a eu des décisions qui ont été prises dernièrement par le gouvernement canadien qui, évidemment, doivent froisser le gouvernement américain, mais ça, c'est une autre question. L'autre raison, à mon avis, comme je le mentionnais, c'est une situation purement québécoise. Alors, ce n'est pas l'ensemble du Canada qui est aux prises avec cette situation-là. Si, évidemment, l'entrée irrégulière de demandeurs d'asile, à cause de l'entente sur les tiers pays sûrs, faisait en sorte que des milliers de personnes traversaient la frontière canadienne de façon irrégulière en Ontario, au Manitoba, en Alberta,
ou dans une autre province canadienne, peut-être que là, le gouvernement fédéral se dirait « Ouh, là, c'est une problématique nationale, pan-canadienne, alors il faudrait intervenir. » Maintenant, c'est au Québec, et on a vu les décisions qui ont été prises, que Québec s'occupe de ce problème-là. Justement, parlant du Québec, bon, l'économie québécoise va bien. Dernièrement, la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, on a eu le dépôt du premier budget du gouvernement du Québec. Mais pendant que l'économie québécoise va bien, il y a un autre problème, les entreprises manquent de main-d'œuvre, maître and fil. Justement, ne serait-ce pas une occasion pour racheter, ou une bonne occasion de faire entre et le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, d'arrimer, si je peux utiliser le terme arrimage, parce que justement le système québécois s'appelle arrimage, mais ce ne sera pas une bonne façon d'arrimer les histoires d'immigration pour justement pour permettre aux gens qui n'ont pas de statut ou un statut précaire, au moins d'avoir un statut régulier pour commencer à travailler afin que l'économie puisse être, excusez-moi l'anglicisme, boostée davantage? Oui. Bien, effectivement, il existe une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs domaines de l'économie québécoise et dans plusieurs régions du Québec. D'où mon incompréhension de l'objectif du projet de loi 9, donc projet de loi qui a été déposé au mois de février, début février dernier par le ministre Simon-Jolin Barrette, qui d'une certaine façon, veut limiter l'immigration au Québec, veut limiter le nombre d'immigrants reçus, alors qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Depuis les derniers mois, j'ai reçu des appels de propriétaires d'entreprises, des restaurateurs qui sont obligés, des propriétaires de restaurants qui sont obligés de fermer boutique certains soirs de semaine, non pas par manque de clientèle, mais tout simplement parce qu'ils ont un manque de main-d'œuvre. Ils sont incapables d'avoir des cuisiniers, d'avoir des employés, des serveurs, des serveuses, afin de pouvoir faire rouler leur entreprise. C'est un phénomène que je n'ai jamais vu auparavant. On vit dans cette situation-là, alors qu'on devrait plutôt prendre des mesures dans le but d'ouvrir et donner meilleur accès à l'immigration économique, à des travailleurs étrangers. Au contraire, ce qu'on voit, c'est des barrières, même du côté fédéral. On parle du gouvernement du Québec, mais à Ottawa, ils ne font pas des mesures dans le but de faciliter l'embauche de travailleurs étrangers. Toujours les mêmes règles que le gouvernement conservateur, donc beaucoup plus difficile pour un employeur d'embaucher un employé étranger. Les règles sont compliquées, c'est dispendieux. Donc, on devrait revoir tout le processus de travailleurs étrangers. Vous savez, on parle aussi de travailleurs saisonniers dans les travailleurs étrangers. Au Québec, si on n'allait pas chercher les Mexicains, Guatémaltèques, l'été pour cueillir nos fraises, pour cueillir nos fèves, nos bleuets, on n'aurait pas de produits du Québec sur nos tables l'été. C'est la réalité. C'est la réalité. On est incapable de combler ces postes-là par de la main-d'œuvre locale. Le taux de chômage est quand même bas, mais c'est quand même... il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions, il faut discuter, il faut s'interroger sur ce phénomène. Comment se fait-il qu'on soit obligé d'aller si fréquemment à l'étranger pour combler des postes ici? Comment se fait-il que des employeurs sont incapables de trouver de la main-d'œuvre et en même temps, le gouvernement fait tout pour mettre des bâtons dans les roues? Bon, il faudrait poser la question aux décideurs. Justement, Maître Enfield, d'après vous, étant donné que vous faites, ça fait longtemps que vous faites de l'immigration, vous connaissez, ce sont des dossiers que vous maîtrisez, pourquoi il y a toujours cette pourquoi c'est compliqué en immigration? Lorsqu'on parle d'immigration, on le voit sur la place publique, c'est émotif. Ça ne laisse personne indifférent. Alors, on l'a vu avec le projet de loi 9, on l'a vu avec l'arrivée importante de demandeurs d'asile depuis 2017. Ça polarise.
Je ne suis pas sociologue, mais j'imagine que l'inconnu, la peur de l'autre, la peur de l'étranger, est mêlée à la méconnaissance aussi des règles. Hein. Demandeurs d'asile, les gens là, ont complètement mélangé ce phénomène avec l'immigration. Moi, je recevais des messages, des appels. Ah, Maître Enfield, vous faites rentrer ces gens-là, vous les aidez à rentrer, mais pendant ce temps-là, moi, j'ai des gens que je connais, que ça fait 2 ans qu'ils attendent pour immigrer au Québec, puis ces gens-là passent devant tout le monde. Mais pas du tout. C'est 2 systèmes complètement différents. On parle d'immigration, demande soumise à Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, le ministère, et on parle de réfugiés, donc des demandeurs d'asile, des gens qui fuient leur pays dans le but d'obtenir une protection, qui, eux, seront pris en charge par un tribunal, qui est la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, tribunal indépendant, qui n'a rien à voir avec le ministère. Alors, 2 choses complètement différentes, et pourtant, les gens ont fait des amalgames, ont tout mis ça ensemble, et dire, ben vous voyez, vous savez, lorsqu'on discutait du projet de loi 9 en public, les gens me disaient, ah oui, mais le gouvernement de la CAQ, avec le projet de loi 9, il n'y en aura plus de gens qui vont traverser par le chemin Roxham. Et là, je dis, ah oui, expliquez-moi ça. Mais pas du tout. Le projet de loi 9 sur l'immigration vise uniquement les travailleurs qualifiés, hein, vise l'intégration, vise des sommes supplémentaires pour la francisation, pour justement le nouveau système ARIMA, vous en avez parlé. N'a rien à voir avec les réfugiés. Ça n'a rien à voir avec le chemin Roxham. Les réfugiés étaient une compétence exclusive du fédéral. C'est même pas le ministère qui a compétence, c'est le tribunal, comme je le mentionnais. Il n'y a que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui peut déterminer, à la suite d'une audience, qui doit être reconnu comme réfugié ou non au Canada. Ce n'est pas le ministère fédéral, ni à Ottawa, ni à Québec. Alors pourtant, les gens croyaient, à tort, que c'est un excellent projet de loi parce que ce qui se passait au chemin Roxham au cours des dernières années, le gouvernement va régler cette situation-là, ce qui est complètement faux. C'est-tu à cause des médias? C'est-tu l'information qui est mal véhiculée à travers nos médias? L'information qui est mal véhiculée, des fois, pas nécessairement de façon consciente, pas de mauvaise foi non plus. La façon également que nos décideurs répondent aux questions ou la façon que nos décideurs vont véhiculer le message. Vous savez, je profite de l'occasion. On a un projet de loi qui prévoit que 18 000 dossiers qui sont en attente de traitement par Immigration Québec depuis quelques années dans certains 15 ans, cas. depuis 2005, on parle. Certains dossiers, effectivement. Donc, toutes les demandes qui ont été soumises avant août 2018 risque, suite à l'adoption du projet de loi 9, d'être foutu à la poubelle. On parle d'environ 45 000 personnes qui vont être visées par ce projet de loi, par cette décision, dont près de 5 000 personnes qui se trouvent déjà au Québec, qui occupent déjà un emploi, que dans certains cas, les gens ont investi dans l'achat d'une maison, ont des enfants qui sont scolarisés, parlent français, se sont bien intégrés. Bref, et le 29 janvier 2019, donc à peine une semaine avant le dépôt du projet de loi, le premier ministre du Québec fait des déclarations publiques à l'effet que les 18 000 dossiers allaient être traités en fonction des anciennes règles qui prévaut au ministère de l'Immigration, et une fois l'exercice terminé, ils allaient mettre en place leur nouveau système. Comment expliquer cette déclaration du premier ministre alors que une semaine plus tard, son ministre de l'Immigration dépose un projet de loi dans lequel on indique que les 18 000 dossiers, le traitement allait non seulement être suspendu, mais suite à l'adoption du projet de loi, ils allaient être foutus à la poubelle. Comment expliquer cette contradiction? Alors, lorsqu'on demande pourquoi il y a cette incompréhension du public dans le système d'immigration, vous avez un bel exemple entre les déclarations contradictoires de nos décideurs. Et c'est ce qui alimente, à mon avis, l'incompréhension, la méconnaissance et évidemment, à la limite, le cynisme. Hein? On se dit, l'immigration, c'est tout croche, c'est compliqué, fermons boutique. Vous n'êtes pas constitutionnaliste, je suis conscient, mais quand même, je vous écoute parler, je vous suis, vous connaissez quand même certaines choses. Est-ce que le ministre Simon Jolin Barrette, qui est lui-même avocat, est-ce qu'il y a certaines choses qu'il ne comprend pas
dans la Constitution, parce que tantôt, en préambule, j'ai parlé de la loi de Ouais, 1867 ainsi que la loi constitutionnelle de 1882, qui prévoit justement certaines choses par rapport à exclusivité compétence fédérale, exclusivité compétence provinciale, ou est-ce que, justement, le dépôt du projet de loi sur la laïcité qui sera déposé demain, ou est-ce qu'il y avait même parlé de pas de mettre à la poubelle, mais plutôt de congédier des juges. Il me semble que j'ai lu l'article 92 de la loi constitutionnelle ou l'article 91. Il me semble que ce n'est pas nécessairement permis à un ministre de faire de telles déclarations, Maître Anfield. Mais si on revient au ministre Simon-Jolin Barrette sur son incompréhension ou non, sa méconnaissance des pouvoirs partagés en matière d'immigration. Vous savez, là, il y a eu des consultations parlementaires, donc il y a eu des commissions où on a entendu des gens venir témoigner. J'ai eu l'occasion d'être invité à cette commission. Le Barreau du Québec, l'Association du barreau canadien, l'Association des avocats et avocates en droit de l'immigration du Québec, moi-même, donc tous les intervenants du monde juridique ont dit au ministre de façon unanime, vous faites fausse route. Vous vous enlignez dans un mur si vous poursuivez dans cette voie-là. Votre projet de loi, pour qu'il puisse aller de l'avant dans une très grande majorité des dispositions, vous devez obtenir l'accord du fédéral. Vous savez, l'objectif du projet de loi, c'est d'obliger un futur candidat à l'immigration au Québec d'aller s'établir dans une région spécifique du Québec afin d'y combler une pénurie de main-d'œuvre. Ça va carrément à l'encontre de l'article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés qui prévoit que tout citoyen canadien et tout résident permanent du Canada a le droit de s'établir dans... Oui, et en plus, il a le droit de pouvoir travailler, de gagner sa vie partout sur le territoire canadien. Et l'article 6 n'en déplaise au ministre et au premier ministre du Québec, on ne peut pas utiliser la clause dérogatoire. Mais justement, j'allais dire, ils pensent parce qu'ils l'article 2 et 7 et plus... La clause dérogatoire, exactement. Donc, on peut l'utiliser pour d'autres dispositions, mais pas lorsqu'on parle de l'article 6 de la Charte, malheureusement pour le ministre. Alors, est-ce qu'il en est conscient? Est-ce qu'il était conscient au moment du dépôt du projet de loi? Bonne question. Maintenant, il le sait. Il ne peut pas dire qu'il ne le sait pas. Et vous savez, je dis à la blague au ministre, vous mettez 6 avocats autour d'une table, vous posez une question, vous risquez d'avoir 6 réponses différentes. Là, pour votre projet de loi, là, on est tous unanimes. Alors, j'imagine qu'il y a des lumières qui devraient s'allumer. D'après vous, c'est-tu de la mauvaise foi ou vraiment le ministre Jolin Barrette, il ne comprend même vraiment comprend pas les réalités de son ministère? Est-ce que le premier ministre devrait le changer de chaise? Je ne crois pas que le premier ministre, à ce stade-ci, va changer de siège son ministre, qui est son ministre fort. Hein? C'est son homme de confiance. C'est son homme de confiance. Je ne crois pas qu'il va le dégommer. Ceci dit, parce que c'est de la mauvaise foi du ministre, écoutez, je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi, de l'incompréhension ou parce que, bon, il a une idée faite puis il n'y a personne qui va le faire changer d'idée. Mais une chose est certaine, si le projet de loi est adopté dans l'état actuel des choses, on se dirige vers des poursuites. Et même si le gouvernement, dans son projet de loi 9, a prévu une disposition à l'effet qu'il se met à l'abri des poursuites, même cette disposition-là sera contestée. Hein? Et le ministre fait une comparaison avec ce que le gouvernement conservateur, donc de Stephen Harper, avait fait. Parce qu'on se rappellera, il y a quelques années, le premier ministre, en fait, le gouvernement Harper, avait fait la même chose, hein, avec des travailleurs qualifiés des dossiers d'immigration, mais du volet fédéral. On avait décidé de mettre à la poubelle plusieurs centaines de milliers de dossiers. Il y avait eu un recours qui avait été entamé devant la Cour fédérale, recours qui avait été rejeté. Mais il faut comprendre que on est dans deux mondes différents. Bon, là, on va parler des tribunaux du Québec. Le temps a passé aussi et le droit évolue, la jurisprudence évolue, les dispositions sont différentes également. À l'époque, le gouvernement Harper avait introduit cette disposition-là dans un projet de loi sur le budget.
Donc, c'était des dispositions budgétaires, ce qu'on n'a pas du tout avec le projet de loi 9. Et d'autre part, je ne crois pas que le gouvernement Harper, sur la question de l'immigration, est un modèle et que c'est un modèle à suivre. Okay? Si on connaît les délais présentement devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, si on connaît les dérapages qu'on vit présentement en matière de refuge au Québec, c'est à cause des politiques du gouvernement Harper. Vous savez, à une époque, devant ce tribunal, uniquement à Montréal, ils étaient près de 70 commissaires à y siéger. Suite aux coupures du gouvernement Harper, il fut un temps où uniquement à Montréal, ils étaient à peine 20 commissaires. Passant de 70 à 20. Oui, alors on ne s'étonnera pas, et il y a eu des bureaux qui ont été fermés à Ottawa, etc. Donc on ne s'étonnera pas que par les mesures qui ont été prises par le gouvernement précédent, qu'on se retrouve dans cette situation-là. Maintenant, ceci étant dit, je comprends qu'on regarde derrière notre épaule, on voit les choses, comment elles ont été faites, ça a été mal fait, on est prêt avec une situation. Maintenant, quelle solution on prend? Parce que le gouvernement Legault, c'est ce qu'il nous dit face au projet de loi 9. Les délais qui se sont accumulés, c'est pas nous, c'est le gouvernement précédent, c'est le gouvernement Charest, c'est le gouvernement Couillard. Je veux bien, si les délais n'ont pas explosé depuis novembre dernier, certes, mais vous avez maintenant la responsabilité du gouvernement et la responsabilité de régler cette situation-là. Et je serai toujours farouchement contre le fait qu'on va retourner un dossier à un individu en lui disant, non pas, vous ne rencontrez pas les critères. Ça, c'est une chose. Vous ne rencontrez pas les critères, on vous retourne votre dossier, c'est terminé. Mais bien, on vous retourne votre dossier parce qu'on a été incapable, comme administration, de le traiter dans des délais raisonnables. C'est inacceptable, c'est inhumain. Justement, parlant de délais raisonnables, ne devrait-on pas invoquer l'arrêt Jordan pour justement... Oui, vous savez que je l'ai déjà essayé. Je l'ai déjà essayé dans quelques dossiers. Et j'ai toujours reçu une fin de non-recevoir, tant par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié que par la Cour fédérale. Et nous avions reçu une décision partagée en première instance en Cour fédérale qui nous a permis d'aller à la Cour d'appel fédérale où la Cour d'appel avait dit non, on ne peut pas invoquer les délais en matière d'immigration. Ce n'est pas possible. Et on avait demandé à être entendu par la Cour suprême. La Cour suprême a refusé de nous entendre. Il faut comprendre que l'arrêt Jordan ne s'applique uniquement qu'en matière criminelle et pénale. Ça ne s'applique pas en matière d'immigration. Maintenant, est-ce qu'on devrait revoir cette question-là? Je pense que oui. J'ai déjà écrit à l'ancien ministre de l'Immigration sur cette question-là, qu'on devrait faire des modifications législatives en vue de prévoir certaines dispositions pour éviter des dérapages. Parce que des dérapages, il y en a. Un client qui a été expulsé vendredi dernier demeurait au Québec depuis plus de 50 ans, pas citoyen canadien. Il est arrivé à l'âge de 14 ans et malheureusement, monsieur avait commis une infraction criminelle en 1996 pour laquelle il avait purgé sa sentence. En 1996, je le répète. 3 ans. Et en 2013, on entreprend les procédures d'interdiction de territoire pour criminalité basées sur la condamnation de 1996. Comment expliquer qu'on veut expulser un individu 20 ans après sa condamnation? Si monsieur méritait d'être expulsé, et je ne dis pas qu'il ne méritait pas de l'être, il avait commis une infraction grave, trafic de stupéfiants, il ne faut pas minimiser, mais c'était en 96. Au moment des faits qu'on aurait dû Au moment exactement, pas 20 ans plus tard, alors qu'on a permis à cette personne-là d'avoir ses enfants, d'avoir des petits-enfants, de s'intégrer, que toute la famille est ici, d'investir dans une maison, dans une entreprise, et là, on lui dit, après plus de 50 ans au Québec, désolé, mais puisque tu as commis une infraction il y a 20 ans, maintenant c'est terminé, tu quittes. Alors évidemment, si on avait un arrêt Jordan, je le mets entre guillemets, en matière d'immigration, on n'aurait pas vécu cette situation-là. Et au niveau des demandeurs d'asile, vous savez, le règlement sur l'immigration, là, il y a un règlement qui prévoit que la Commission de l'immigration doit entendre les demandes d'asile, les nouveaux demandeurs, dans un délai maximum de 60 jours. Ça, c'est 2 mois. Au moment où on se parle, les délais de traitement sont de 20 mois, près de 2 ans. Alors, même le tribunal est incapable de faire respecter son propre règlement, son propre délai.
Alors oui, je pense que cette question des délais en matière d'immigration, donc délais déraisonnables, devrait être adressée. On est en pleine campagne électorale. Hein? Je pense que c'est des questions qui devraient être posées aux différents candidats qui voudront bien se présenter pour solliciter la confiance des citoyens canadiens. Maître Enfield, c'est toujours un plaisir de vous avoir parce qu'on vous voit surtout sur toutes les tribunes, télé, radio. Merci d'être présent. Mais si les gens qui nous écoutent en ce moment aimeraient ça avoir vos services ou aimeraient ça creuser davantage, comment, où est-ce qu'ils peuvent voir Maître Enfield s'ils veulent un conseil ou s'ils veulent vous engager même pour leur dossier? Ils peuvent nous suivre sur Facebook. Hein, on a une page personnelle. On a également une page Enfield et Associés, avocats, site Internet, coordonnées du bureau qui sont disponibles. Donc, on peut communiquer avec nous et puis ça nous fera plaisir de pouvoir répondre aux questions. Ceci dit, également, je profite de l'occasion pour lancer une invitation à vos auditeurs. Le 9 avril prochain, je participerai au salon Visée Droit, qui est un salon qui est organisé par le barreau de Montréal, au complexe Desjardins, exactement. Donc, mardi, le 9 avril en après-midi, je serai présent, je participerai, afin de répondre justement aux questions des citoyens et des citoyennes en matière d'immigration. Alors, c'est une invitation. Donc, comme vous venez de l'écouter directement de la bouche de Maître Enfield, mardi, le 9 avril, au salon Visée Droit, où est-ce qu'en après-midi, où Maître Enfield vous donnera de l'information concernant les dossiers d'immigration. Maître Enfield, merci beaucoup. C'est un honneur de vous avoir. Ça fait un plaisir. Comme je vous dis, à plan A, on va chercher l'information pour vous. On cherche les vrais acteurs, les personnes qui vous parleront, qui vous donneront l'information juste, qu'elle se doit, limpide, claire, afin que vous puissiez prendre les bonnes, les meilleures et les parfaites décisions. Merci d'avoir été présent et surtout, allez-y au salon Visée Droit le 9 avril prochain pour des questions d'immigration où est-ce que vous pourriez rencontrer Maître Stéphane Enfield en après-midi au complexe Desjardins, mardi 9 avril. Merci d'avoir été présent, merci de nous suivre et de continuer à nous suivre parce que sans vous, plan A n'aurait pas l'allure qu'elle a. Merci beaucoup, à la semaine prochaine et je vous dis chapeau, je vous aime, à très bientôt. Merci Maître Enfield.